Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ces échanges avec le public qui, à l'école alsacienne, est venu pour entendre notre conversation sur deux sujets. Le premier, celui des rapports entre la Chine, l'Europe, avec en toile de fond les États-Unis, et le deuxième sur la situation du bloc central dans la vie politique française. Sans plus attendre, la première question. Oui, je voulais revenir sur la première partie et vous interroger sur ces trois pays, finalement États-Unis, Russie, Chine, qui sont peu ou prou de la taille ou de la diversité des empires. Et donc finalement, sont-ils aussi monolithiques que ce que vous avez, enfin ce que j'ai perçu dans vos discussions, et est-ce une opportunité pour notre quatrième empire finalement? Antoine. Vous avez raison sur un point qui est que ils ont aussi leur propre fragilité. Les fragilités d'empire. La fragilité chinoise, me semble-t-il, c'est la démographie. C'est-à-dire qu'ils vont perdre, d'après les projections de l'INED, donc l'INSEE de la démographie, ils vont perdre d'ici à la moitié du siècle 200, 300 millions de personnes, c'est-à-dire l'équivalent de la moitié de la population européenne. Donc ça va être une énorme fragilité pour eux, mais ils ont, comme d'habitude, anticipé. C'est-à-dire que si ils sont devenus une puissance exportatrice équivalente à celle des États-Unis au lendemain de la guerre, c'est parce que comme ils ne pourront pas saturer leur appareil industriel avec leur marché intérieur qui va diminuer de 30%, et du coup ils exportent, ils se préparent à exporter l'ensemble de leurs excédents pour maintenir leur machine. Mais ce qui en creux du coup nous donne une capacité de puissance très importante, parce que si on se ferme comme le propose Dufourcq pendant en tout cas quelques années ou quelques décennies, le temps de rattraper notre retard technologique, les Chinois, ça va leur faire beaucoup plus mal qu'à nous. Parce qu'ils n'auront pas le marché intérieur pour pouvoir reverser leur production industrielle. Les États-Unis, je pense que leur faiblesse, c'est la polarisation idéologique, avec un risque de guerre civile à l'intérieur du pays qui est quand même si c'est tendu chez nous, beaucoup plus violent et intense et important que chez nous. Et puis la Russie, c'est sa faiblesse vient du fait que dès qu'elle ne sera plus en guerre, le régime risque d'être remis en cause. Donc elle a besoin de la guerre pour survivre, et avec 30% de son économie tournée vers l'économie de guerre et les centaines de milliers de morts qu'ils ont eu depuis le début de la guerre, on peut se demander combien de temps la société russe va tenir. Donc c'est vrai que pour une fois, quand on se compare, on peut un peu se rassurer, mais enfin ça empêche pas, me semble-t-il, ça empêche pas qu'on a quand même un enjeu existentiel devant nous, tel qu'on n'en a pas eu, me semble-t-il, depuis plusieurs générations, nous Européens. Autre question, monsieur. Bonjour. Oui, deux questions, si vous me permettez. Pour Madame Gnesotto, vous dites qu'il faut réduire les inégalités. Je crois que c'est sur cette antenne que Monsieur Bavrez disait qu'on avait probablement la société la moins inégale, disait-il, de l'histoire de l'humanité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Augmenter les impôts, augmenter les dépenses sociales. La deuxième question sur les différentes stratégies, les différents plans dont vous avez parlé dans la première partie de l'émission. Ça veut dire que les Français, les Européens vont devoir se retrousser les manches. Est-ce que vous les voyez faire ça aujourd'hui, quand on voit la réforme des retraites, par exemple? Alors, Nicole, je sais pas comment on va dire, si tu es l'avocate de Nicolas. Non, moi je ne prends pas la parole du tout au nom de Nicolas, mais j'ai quand même quelque chose à dire sur les inégalités, puisque j'ai dit que effectivement la réduction des inégalités, pour moi, c'est pas simplement un problème de stabilité sociale. C'est l'avenir de la démocratie qui est en jeu. Pourquoi les gens votent aujourd'hui populistes et extrême droite en Europe, aux États-Unis, en France? C'est pas parce que ce sont des fascistes, c'est pas forcément parce qu'ils sont racistes, xénophobes, voire antisémites. Il y en a, bien sûr. Mais c'est pas pour ça. C'est parce que ils considèrent que la démocratie, le système libéral ne leur apporte plus ce qu'elle apportait à leurs parents. Autrement dit, il y a un risque non seulement de paupérisation, mais de perception d'une paupérisation inévitable pour les enfants qui fait que les gens ne voteront plus pour la démocratie. Et donc, si on ne réduit pas les inégalités qui sont quand même, en dépit de ce que dit Nicolas, que j'adore, mais avec qui je suis toujours en désaccord, si on ne réduit pas les inégalités à un moment où tout se sait, où la transparence sur le 0,1 décile est tellement forte, alors les gens vont voter pour des partis qui disent non, des partis qui vont faire rêver peut-être, mais qui vont
en tout cas remettre en cause la démocratie. Donc moi je pense que pour sauver la démocratie, il faut réduire les inégalités fiscales. On peut supprimer ou réduire l'assistance sociale à condition de réduire en même temps les inégalités fiscales. Donc, pour reprendre des formules à la mode, réduire l'assistanat, taxer les riches. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois qu'il faut lire le livre d'Antoine là-dessus sur globalement le travail paye plus quoi. Il a tout dit. Non, moi je veux faire simplement une remarque sur le fait que je vis, j'ai le sentiment quand je regarde la télévision etc. d'un vrai paradoxe. C'est-à-dire que tout le monde dit et sans doute avec raison que les inégalités se creusent, que la pauvreté se développe. On a des choses alarmistes en disant que il y a des tas d'enfants qui arrivent à l'école sans pouvoir manger, etc. Or, paradoxalement, l'État-providence n'a jamais été aussi généreux, multiforme au cours des 25 dernières années. Donc, je crois que la vraie réflexion, elle doit porter sur l'adéquation d'un système de distribution automatique massif de fonds publics sur des gens, alors que les problèmes qui se posent sont des problèmes sociaux très très profondément différents. Je cite juste deux choses. D'abord, la famille. Je pense que à l'origine des phénomènes de paupérisme, il y a l'effondrement, l'éclatement de la cellule familiale. Quand vous avez une famille qui se sépare, un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes qui se séparent, vous doublez les obligations, les frais de logement. Donc ça crée une paupérisation. L'éclatement de la famille, c'est je sais pas je suis pas pour l'ordre moral, mais je pense que c'est un problème. La deuxième chose, c'est le logement. On voit bien que la façon dont on a géré la politique du logement, notamment en région parisienne, ça rend impossible à un certain nombre de gens d'acquérir de niveau moyen, d'acquérir un appartement, alors que c'était possible jusqu'il y a une vingtaine d'années. Donc je pense qu'il faut arrêter de dire qu'on va augmenter, qu'on va ouvrir toutes les subventions, tous les robinets, mais qu'il faut s'interroger en profondeur sur les raisons d'un déphasage d'un nombre peut-être croissant de nos concitoyens qui basculent dans la pauvreté. Monsieur. Hier soir, il y avait un documentaire très intéressant sur LCP à propos de la Chine qui soulignait qui racontait l'histoire de Mao et le fait que Xi Jinping était en train de prolonger l'histoire de Mao et notamment d'avoir sa revanche vis-à-vis de l'Occident qui, au XIXe siècle, avait exploité de façon abusive, le mot est faible, le peuple chinois. Et je voulais souligner aussi, puisque Antoine nous parlait des 4 millions d'ingénieurs chinois, que la Chine en profite aussi pour lobotomiser complètement les jeunes de l'Occident avec TikTok notamment. Et je crois que l'enjeu fondamental de l'Occident et de la France en particulier, c'est la formation des jeunes. Et je finirai en ayant observé aussi que quand on regarde un peu l'histoire de France, les Français, le peuple français a su se redresser à partir du moment où il s'était pris le mur en béton à 200 km/h. Tant qu'on n'a pas fait cet affront ou cet accident mortifère qui est le mur en béton à 200 km/h, on est incapable de se redresser. David Diez. Je sais pas si c'est une question, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire, je pense que la question, c'est à quelle distance du mur en béton sommes-nous ? Est-ce qu'on est encore à 1 km, à 100 mètres, à 10 mètres ou à 15 cm ? Et s'agissant de la Chine, c'est évident que Xi Jinping a imprimé une vraie inflexion par rapport à ses deux prédécesseurs. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'intégrité du Parti communiste chinois. Donc en ça, il prolonge le grand projet maoïste. Et je le redis, ce qui est fascinant, c'est la cohérence doctrinale, et tout est écrit. Il suffit de lire en fait les comptes rendus des plénums du Parti communiste, les plans quinquennaux, etc., y compris sur l'industrie. Tout est écrit, tout est prévu, tout est planifié. On sait très bien ce qu'ils veulent faire sur le photovoltaïque et sur la transition énergétique en général depuis les années 2006-2007. On a un effet de sidération ces dernières années parce que il y a une accélération depuis l'après-Covid, mais on a une stratégie cohérente. Et je le dis aussi à propos des États-Unis. Alors les États-Unis, ils sont soumis au tic-tac de l'alternance entre républicains et démocrates. Et on peut pas, je crois. C'est pour ça quand même que quand on réfléchit sur la stratégie européenne, il faut quand même prendre en compte le fait qu'on a une Chine avec un pouvoir autoritaire qui est là pour
les 100 ou 200 prochaines années, probablement. Après, tout peut arriver, mais alors qu'aux États-Unis, vous avez un tic-tac de l'alternance, et si les démocrates reviennent au pouvoir en 2028, ce sera une politique étrangère qui sera probablement très différente. Je dis ça parce qu'il faut quand même pas non plus... Je crois que ce serait quand même une erreur de tourner complètement le dos aux États-Unis. Monsieur. Oui, bonjour. Je suis bien sûr très attaché, comme vous, à nos valeurs de démocratie, de réduction des inégalités, mais force est de constater que les trois puissances qui nous menacent sont de plus en plus très inégalitaires, très illibérales, et malheureusement les États-Unis semblent devenir de moins en moins libérales du point de vue politique. Et par contre, il y a un libéralisme à outrance, même en Chine, qu'on n'ose pas suivre ici en Europe. Et le résultat, c'est qu'on s'affaiblit et eux se renforcent par rapport à nous. Donc vous ne pensez pas qu'à terme, que ça soit un choix ou que ça soit l'évolution naturelle des choses, que pour être capable de faire face à ces menaces, nous soyons nous-mêmes un jour contraints de renoncer à ce désir de réduction des inégalités, à cette démocratie qui nous empêche de prendre des décisions rapides et fortes, et aussi à une réduction à l'adoption d'un libéralisme économique à outrance, comme on le voit en Chine et aux États-Unis. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je crois que vous êtes affligé du syndrome de Monsieur de Marbeuf, qui était un homme remarquable, mais qui, quand il est arrivé pour gouverner la Corse, a dit que le problème de la Corse était un excès d'égalité. Et Guénifé analyse ça très bien dans ses livres sur Napoléon. C'est pas idiot, mais ça a été mal reçu localement, voyez-vous. Et là, je crois qu'il faut certainement donner un tour tout à fait différent à notre politique d'égalité. Je viens de l'évoquer tout à l'heure. Il faut notamment repenser complètement les phénomènes d'ascension par l'éducation, dans l'ascenseur social, etc. Mais je ne crois pas que le modèle le modèle soit excessivement égalitaire pour l'instant. Je crois que le problème, c'est que on n'en a pas pour notre argent quand on paie des impôts. C'est ça le problème. Donc on pourrait effectivement soit payer moins d'impôts, soit en faire mieux avec ce qu'on a. Mais je ne vois pas la France s'orienter victorieusement et triomphalement avec une large majorité sur un programme assez d'égalité. C'est comme dans le roman de Roger Nimier, Perfide, la classe ouvrière bat sa coulpe et demande la semaine de 70 heures. Nicole Desautos. Oui, la formule que vous avez utilisée, monsieur, libéralisme économique, autoritarisme politique, c'est exactement ce que les Chinois appellent le rêve chinois. C'est exactement le modèle chinois. C'est ce qu'ils veulent répandre de par le monde, et avec un succès certain d'ailleurs en Asie du Sud-Est, voire en Afrique, et ça s'oppose au rêve américain qui était libéralisme économique, libéralisme politique. Et donc c'est un des grands enjeux effectivement de l'avenir. Est-ce que c'est le modèle chinois qui va finir par gagner? En tout cas, moi je considère qu'il a déjà gagné aux États-Unis. Ce que la contre-révolution de Trump, c'est une contre-révolution politiquement autoritaire qui reste libérale sur le plan économique, même si vis-à-vis des alliés en particulier et des amis, il y a un protectionnisme conjoncturel qui s'affirme. Et donc, la question pour l'Europe, c'est ça. Dans un livre que je viens de sortir, qui s'appelle Fracture dans l'Occident, où j'analyse la révolution trumpienne, le défi pour l'Europe, c'est ça. Est-ce qu'on va être un mollusque américain ou chinois, ou est-ce qu'on va être un mohican européen? Et s'il y a un seul ensemble au monde qui peut défendre à la fois le libéralisme économique et le libéralisme politique, c'est nous. Ça ne peut être nulle part ailleurs. Antoine Fouché. Oui, je pense que pour rester libre, parce que derrière, c'est la question que vous posez, c'est celle de la liberté de l'Europe en 2050. On n'y arrivera pas si on renonce à être ce que nous sommes et à nos valeurs fondamentales, parce que si on renonce à ça, et donc on va vers autoritarisme politique, libéralisme économique, on se divisera et on risque de faire éclater nos sociétés, un peu comme me semble-t-il, comme elles le sont aux États-Unis. Parce que la question des inégalités, c'est pas tellement la question des inégalités de niveau de vie, parce que là où Nicolas Bavrez, qui est toujours très précis, vous regardez les stats de l'INSEE, les inégalités de niveau de vie entre le premier décile et le dernier décile, elles ont pas augmenté depuis 40 ans. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est les inégalités de destin. Et là, pour le coup, elles se sont creusées comme jamais. C'est-à-dire que selon que vous soyez perdant ou gagnant de la mondialisation, vous n'avez pas la même vie et l'État est totalement impuissant. La seule chose qu'il peut faire, c'est vous indemniser socialement si vous êtes un perdant de la mondialisation.
Mais c'est pas ça un destin. C'est pas ça un destin commun où on est dans un pays et il y en a qui vont s'adapter au monde et d'autres qui vont pas réussir à s'adapter et puis advienne que pourra, on fait du social pour compenser les perdants. Je pense que fondamentalement la crise depuis 40 ans, c'est ça. On ne fait pas nation parce qu'on n'a pas le même destin selon qu'on est gagnant ou perdant de la mondialisation. Et là où je rejoins complètement Nicole, c'est que si on veut être fort ensemble pour pouvoir rester libre collectivement vis-à-vis des US, de la Russie et de la Chine dans les décennies qui viennent, il faut qu'on refasse nation. Et pour refaire nation, il y a un double effort à faire chacun. Je peux dire de la part, je vais te faire un peu un langage populiste, mais tant pis, de la part du peuple et de la part des élites. De la part du peuple, c'est d'une manière ou d'une autre, oui, on va devoir travailler davantage et on va devoir faire moins de social. Encore une fois, on peut pas faire 50% de dépenses sociales pour 8% de la population mondiale. On pouvait le faire quand on était en avance éducativement, technologiquement. Nous ne le sommes plus, donc on peut plus se permettre ça, sauf à renoncer à notre liberté. Mais les élites doivent accepter de partager le destin de la population des pays dans lesquels ils vivent, de faire nation. Et là, ça veut dire qu'on ne peut pas dire, quand on n'aime pas une loi fiscale, je vais m'en aller, je vais faire de l'exil fiscal. Ça, c'est pas possible, parce que ça veut dire que les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous. Et donc, il faut qu'on trouve un nouveau deal, un nouveau contrat social où il y a d'un côté plus d'efforts et moins de social, et de l'autre, plus de fiscalité pour ceux, en tout cas, qui font un chantage à la nation en disant soit ça me plaît, soit je m'en vais. David James. Ben voilà, je crois que la campagne de 2027 a commencé. Je crois qu'Antoine a tout à fait raison. Simplement, je m'interroge sur la raison pour laquelle cet ascenseur social s'est bloqué. Tu dis il y a une quarantaine d'années, et je crois quand même qu'il y a des raisons objectives extrêmement fortes contre lesquelles on a du mal à lutter. Les deux moteurs de la mobilité sociale après la Seconde Guerre mondiale, ça a été l'exode rural, la réduction massive de la population agricole, avec des gens qui sont devenus, dans la plupart des cas, des ouvriers, mais aussi des employés, et en tout cas un niveau de vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable, au moins dans un premier temps. Et deuxièmement, sous l'effet de la croissance, le développement d'une société tertiaire, ça Boudon l'a très bien analysé, qui fait que les emplois de cadres moyens et de cadres supérieurs ont cru quantitativement. C'était donc la condition pour que des gens qui étaient en dessous puissent monter sans déloger ceux qui sont en haut. Mais à partir du moment, c'est-à-dire le thème du livre d'Antoine, à partir du moment où ça bloque, où la société n'évolue pas avec cette rapidité, l'ascenseur social fait que logiquement, si on monte, on doit faire descendre quelqu'un. C'est caricatural ce que je dis. Et là, ce quelqu'un qui va descendre, il résiste. Et donc, on a une accentuation des conflits sociaux, des tensions. Mais c'est la société qui n'offre plus des possibilités. D'ailleurs, Boudon explique très très clairement que la révolution scolaire, dans ces cas-là, ne résout rien, parce qu'il diffuse un grand nombre de diplômes, mais comme il n'y a pas les emplois correspondants, on a une déqualification du diplôme, et avec une licence de sociologie, vous pouvez faire un excellent éboueur. David James. Oui, je pense que la clé, c'est les gains de productivité, parce que ce qui explique la construction du modèle social français et européen dans l'après-guerre, c'est une croissance à 4 ou 5% par an, largement dopée par l'industrie et le rattrapage technologique. Donc, c'est pas que la société n'offre pas des chances, c'est l'économie, en réalité. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est redévelopper un appareil productif, technologique, numérique, d'innovation, qui permette de retrouver un niveau de productivité qui permette de financer un modèle social. Mais pour revenir à la question de monsieur, si le projet, dans les années à venir, c'est de liquider l'aspiration égalitaire pour l'inégalité, de liquider la démocratie pour aller vers un régime autoritaire, et de liquider l'économie sociale de marché pour aller vers un ultralibéralisme un peu à l'américaine, je crois que ça revient à s'auto-anéantir. Ce qu'il faut, c'est précisément rester fidèle à nos valeurs, mais sortir de la naïveté et retrouver un peu de force dans les années à venir. Et on revient sur la question autour de laquelle nous avons tourné au début de cette conversation, c'est quelle est la meilleure stratégie pour l'Europe. Et aujourd'hui, je ne vois pas poindre de consensus européen sur cette question. Il ne faut pas sacrifier Tocqueville à Guizot. Monsieur.
Bon, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a tous constaté qu'on était plutôt sur un iceberg en train de fondre en Europe et qu'il fallait faire quelque chose. Et en plus, on a des solutions. On parle de dire, est-ce qu'il faut accepter ou pas les inégalités? Enfin, on est plutôt dans l'action maintenant. Il faut revenir quand même aux causes racines de pourquoi est-ce qu'en Europe on faiblit. Tout simplement parce qu'on a moins envie. On a moins envie qu'au 19e siècle. On a moins envie de travailler, on a moins envie d'aspirer à être un peu dominateur, on a moins envie d'innovation, beaucoup moins dans les arts, dans la science, tout. Donc on a moins envie. Alors revenons à pourquoi est-ce qu'on a moins envie aujourd'hui qu'il y a un siècle? Parce qu'on est vieux. On est vieux, mais comme les Chinois. Donc pas plus, c'est pas ça la différence. La différence, c'est sans doute que comment on peut redonner envie? Premièrement, en redonnant plus de destin, complètement d'accord, de se dire j'ai une chance de m'en sortir. La deuxième, c'est s'assurer à fond qu'on ait tous l'égalité d'éducation. Surtout pas d'égalité de revenus ou d'égalité à l'avenir. Mais il faut au moins qu'on soit certain qu'on ait tous le même niveau d'éducation, les mêmes chances au démarrage. Après, il faut accepter les inégalités. Et puis, il y a un mot qui me hérisse, parce que je l'entends tout le temps et que je pense que c'est mortifère, c'est protection. Protection, je vais vous protéger. Emmanuel Macron dit, je veux protéger. L'Europe va vous protéger. Mais protéger, c'est anéantir l'envie. C'est anéantir la peur de ne pas réussir. Et justement, ça donne encore un moteur à ça. Donc, il faut en revenir quand même au pourquoi. Alors, je pense que c'est plus une déclaration qu'une question. Et donc, je vais passer la parole en haut. Et le nouvel esprit public se transforme en meeting. Absolument. Philippe 2027. Oui, j'ai vu il y a désormais un parti qui s'appelle les Philippistes. J'ai trouvé ça très bien. Madame. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au premier volet aussi de l'émission, pour aller sur le volet législatif, en fait. Parce que l'analyse qui a été faite, pour moi, est assez technico-économique. Et je me demandais à quel point l'Europe pouvait pas être justement force de proposition au niveau législatif. Et j'aurais voulu avoir votre éclairage par rapport au rétropédalage que l'on vit à l'heure actuelle sur les lois de Green Deal avec la loi Omnibus qui font que, on rétropédale. Et je voulais voir votre éclairage là-dessus. Comment vous voyez ces décisions qui sont prises au niveau européen, alors que je pense que l'Europe pourrait être beaucoup plus modèle au niveau mondial sur ces sujets-là. David Chase. Je pense qu'on peut faire beaucoup de reproches à l'Europe, mais pas celui de ne pas être force de proposition législative. Et le problème du Green Deal, justement, c'est que c'était une abondance de réglementation, des carburants d'aviation aux haies dans les champs, en passant par le niveau de pesticides qu'on doit épandre en 2040. Mais ça manquait juste d'une chose, c'était d'un moteur de production et d'investissement. Ce qui fait que du coup, l'Europe, depuis une vingtaine d'années, elle subventionne l'industrie chinoise. La Chine a compris que le monde entier, comme le disait Antoine tout à l'heure, allait avoir besoin d'équipements et de technologies de décarbonation. L'Europe, qui veut toujours être la première de la classe, a effectivement fait des efforts majeurs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle a juste oublié qu'elle pouvait éventuellement aussi produire les machines et les technologies qui servent à la décarbonation. Monsieur. Alors, une question déjà de précision. Peut-être que j'ai rien compris, mais pour moi, la Chine n'est pas une économie libérale. Pour moi, la Chine, c'est une économie protégée, ultra subventionnée, dirigée par l'État. Pour moi, c'est tout le contraire d'une économie libérale. Donc voilà. Juste là-dessus. Vous avez raison. Hein. Nous sommes tous d'accord. Vas-y, David. Oui, non, juste, en fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je voulais contredire Nicole. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, ni les États-Unis ni la Chine ne sont libéraux. La Chine est un total capitalisme, c'est-à-dire que c'est un pays qui applique les règles du jeu capitaliste dans une partie de son économie, mais absolument pas les règles du libéralisme économique, qui est le respect des contrats, l'état de droit, la concurrence libre et non faussée. Et les États-Unis deviennent de plus en plus un capitalisme plutocratique. C'est-à-dire que dans l'entourage de Donald Trump, il y a des milliardaires et des hommes d'affaires qui font du business. À chaque fois qu'il y a un accord de paix qui est négocié quelque part sur la planète, Trump s'est auto-congratulé d'avoir facilité 8 paix, d'avoir mis terme à 8 conflits dans le monde l'année dernière. À chaque fois, il y a des amis de Donald Trump comme Steve Witkoff ou Jared Kushner, qui est son gendre, et le fils de l'ambassadeur américain à Paris, qui viennent pour négocier des accords qui sont extrêmement lucratifs, y compris pour des intérêts privés. Je n'appelle pas ça le libéralisme. J'appelle ça le capitalisme plutocratique. Oui, le seul conflit que Trump ne règle pas, c'est le conflit d'intérêts. Antoine Fouché. Oui.
Alors juste par rapport à votre question, ce qui est troublant pour nos yeux d'Européens, c'est que c'est à la fois une économie ultra-libérale au sens ultra-concurrentiel. C'est-à-dire, ils mettent vraiment les entreprises en concurrence, les provinces en concurrence. Quand vous discutez avec les chefs d'entreprise les patrons d'industrie qui ont investi là-bas, que ce soit les Français ou les Allemands pour le coup, ils décrivent un marché chinois ultra concurrentiel et darwinien beaucoup plus que nous. Mais la différence avec nous, c'est que cette concurrence-là, ils la mettent au service de la puissance de la Chine. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt politique supra-économique qui laisse le jeu de l'économie, du libre marché économique, faire ce qui sait mieux le faire, c'est-à-dire faire innover et faire mourir ceux qui n'arrivent pas à être les plus forts. Mais au lieu de laisser ensuite, de les ouvrir au marché international, ils subventionnent pour en faire un instrument de puissance politique. Et nous, on fait du commerce pour faire la paix dans le monde. Eux, ils font du commerce pour être la première puissance technologique mondiale. C'est ça la différence. Mais à l'intérieur, ils sont encore plus concurrentiels et libéraux que nous, encore plus darwiniens que nous, à l'intérieur de leur propre économie. Nicole Nisotto. Moi, je voulais répondre au monsieur qui disait que on n'a plus envie. Il y a quelques années, il y a maintenant plus de 10 ans maintenant, Pierre Asner, qui était un de nos grands penseurs stratégistes, avait écrit un article qui s'appelait « Le bourgeois et le barbare » et qui expliquait justement notre faiblesse structurelle par rapport au monde extérieur, notamment à l'époque c'était plutôt la Russie et la Chine, comme aujourd'hui d'ailleurs. C'était l'embourgeoisement de nos sociétés, le fait que effectivement on arrive à un terme civilisationnel où l'idéal pratiquement de liberté individuelle, de bien collectif, que ce soit l'hôpital, la santé, tout ça a été acquis et que finalement on n'avait plus envie d'autre chose. Mais ayant dit cela, il expliquait aussi, en tout cas dans ma mémoire qui commence à vaciller, mais quand même, qu'il y a une grande différence dans cet embourgeoisement entre la France et les autres pays européens et les partenaires de l'Europe. Parce que ce que vous expliquez, on n'a plus envie, c'est souvent ce qu'on entend de la part des Français vis-à-vis de leurs partenaires européens qui disent ils sont nuls, ils veulent plus rien, ils veulent pas être une grande puissance, alors que nous, on continue d'avoir envie. Et c'est vrai qu'on a cette différence. Le désir de voir l'Europe devenir une puissance digne de ce nom, en tout cas qui tient tête aussi bien aux États-Unis, aux Chinois et aux Russes, ce désir-là, il reste quand même très minoritaire en Europe et il est exceptionnellement présent en France, mais je dirais exceptionnellement quand on regarde toute l'histoire des grandes puissances européennes, qu'il s'agit de la Suède, de l'Espagne, du Portugal, y compris de l'Allemagne, tous ces grands pays d'autrefois ont renoncé à la puissance. Donc votre commentaire était très français. Je crois que les autres sont contents de ne plus avoir envie, alors que nous, on est les seuls à maintenir ce désir de puissance. Monsieur. Oui, bonjour. En vous écoutant ce matin et en ayant en tête les 3 menaces, Russie, Chine et États-Unis, moi je suis de plus en plus inquiet pour l'Ukraine, parce que je pense que les 3 vont dans le même sens. Et donc ma question est, est-ce que ça fait sens, un peu isolé d'ailleurs que nous sommes, de continuer à défendre l'Ukraine, même si ça nous fait faire un effort de réarmement et d'alignement européen, mais visiblement on va peut-être contre le sens de l'histoire, malheureusement. Même si ça nous fait mal. L'ancien président de la Commission des Affaires étrangères. Écoutez, est-ce que ça fait sens d'essayer de défendre nos alliés et de défendre des gens qui nous protègent? Soit l'abandon de l'Ukraine, la soumission, un règlement de la paix fait dans les conditions voulues actuellement par Poutine et Trump, c'est un affaiblissement absolument considérable de l'ensemble de l'Europe occidentale. L'Ukraine a la première armée conventionnelle européenne. L'Ukraine fixe effectivement les armées russes qui sont sur ce terrain. Ce qui est incompréhensible, c'est que nous n'ayons pas d'avantage et que depuis 4 ans, je rappelle que 4 ans, c'est la durée de la Première Guerre mondiale, que 4 ans, c'est la durée de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ces 4 ans, on n'a rien fait pour améliorer la situation. On sait bien que si l'Ukraine cède, les Russes seront immédiatement tentés, tout le monde, je crois, en convient, Nicole sera, je suis sûr d'accord avec moi là-dessus, seront tentés de chercher l'aventure dans les pays baltes, de contrôler la Moldavie,
et l'aventure sur les pays baltes n'entraînera pas une réaction type article 5 de l'OTAN. Donc la solidarité de l'OTAN sera complètement brisée et une grande partie de l'Union européenne, notamment toute l'Europe centrale et balkanique, sera complètement dans les affaires de Monsieur Poutine, d'autant que la France n'est pas à l'abri, loin de là, d'une évolution de cet ordre. Donc je pense que derrière cette affaire ukrainienne se joue l'avenir de l'Europe occidentale, que nous avons libre, rayonnante, avec ses intérêts, son influence, telle qu'elle a été défendue depuis la Seconde Guerre mondiale et telle qu'elle est aujourd'hui en passe d'être véritablement menacée comme elle ne l'a jamais été. Monsieur. Oui, bonjour messieurs, dames. J'aurais aimé revenir sur la France. Quel est votre scénario concernant la politique qu'on pourrait attendre de l'extrême droite en France? C'est un peu difficile de suivre leur évolution prévisible. Est-ce que d'un côté on imagine qu'ils vont respecter le système économique, les relations avec l'Europe et chasser les migrants, si je puis dire, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vont plutôt entre guillemets saboter l'économie pour amener une sortie de l'euro et essayer d'être à la tête d'une France affaiblie et dont il maîtriserait la politique? Jean-Louis Bourlange. Oui. Je crois que c'est une question que tout le monde se pose actuellement, pour savoir comment on doit se comporter vis-à-vis du RN dans la perspective présidentielle. Je crois que la comparaison qui s'impose, c'est celle de Meloni en Italie. Je crois qu'il y a des différences très fondamentales entre le mélonisme et le RN. Meloni n'est pas une adversaire de l'état de droit. C'est une villieriste en réalité. Elle défend un modèle culturel catholique traditionnel beaucoup plus qu'un modèle fasciste. Je n'en dirai pas autant de Monsieur Salvini, hein. Mais bon, là, nous sommes quand même en présence d'un héritage qui est assez incertain et qui n'est pas tout à fait celui-là. Sur le plan géopolitique, je crois que c'est très important, la dimension géopolitique de l'arrivée au pouvoir du RN. Sur le plan géopolitique, Madame Meloni appartenait à une société qui avait compris que depuis 1943, il était impossible de diriger l'Italie sans avoir un regard bienveillant de la CIA. Bon, elle a tout de suite pris position du côté des Américains et des Européens sur la question ukrainienne. Là, on a quelqu'un qui, que ce soit Trump ou Marine Le Pen ou les autres, qui ont des liens extrêmement profonds avec Poutine. Ça ne veut pas dire qu'ils vont ouvrir les frontières pour que les chars soviétiques, les chars russes rentrent en Europe, pas ça. Mais ils vont participer de cette stratégie d'amollissement et de prise en compte indirecte de l'Europe occidentale par Poutine. Sur le plan économique, enfin, c'est très difficile parce que Meloni n'a pas du tout développé ce système populiste qui a été la base du succès de Le Pen. Qu'est-ce qui a expliqué le succès de Marine Le Pen par rapport à Jean-Marie? C'est sans doute l'abandon des horreurs racistes de Jean-Marie. C'est aussi que Jean-Marie, c'était un beau libéral bon-teint, bourgeois traditionnel, et qu'elle a choisi des thèmes qui lui ont valu le soutien d'une classe ouvrière qui ne faisait plus confiance à la gauche pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et là, on voit bien que Bardella essaie de s'en dégager, mais c'est avec beaucoup de complaisance du côté patronal, mais ça va être extrêmement difficile parce que il suffit de voir d'ailleurs le comportement du Rassemblement national sur les votes récents à l'Assemblée nationale. Ils ont émis des votes d'augmentation de la fiscalité et de mise en cause de l'appareil de production. Donc là, c'est très incertain. Donc je crois que il faut quand même regarder avec méfiance, mais moi j'insiste sur la dimension ordonnatrice des choix géopolitiques. Je crois que c'est la variable fondamentale de l'évolution française dans les 10 prochaines années. Je vous remercie. Je remercie Arnaud Galabet et Christian Sory et l'école alsacienne de nous avoir accueillis pour cette séance d'échange avec le public. Et je vous donne rendez-vous, non pas mercredi puisque nous sommes mercredi, je vous donne rendez-vous dimanche pour un nouvel esprit public.